Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes pépites, on se retrouve pour notre thread d'horreur comme chaque dimanche. J'espère que vous êtes prêts pour ces 4 histoires. Merci beaucoup à celles et ceux qui prennent le temps de m'envoyer leurs histoires paranormales à mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette première histoire nous est racontée par Khadija, comme on dit chez nous, qui a 18 ans à l'heure actuelle, mais cette histoire s'est passée quand elle avait 6 ans. Un jour, Khadija décide de sortir avec ses cousins pour aller dans un parc. Et là, sur le chemin, son regard est attiré par une poupée en porcelaine qui est posée sur un petit muret. Cette poupée était flambant neuve, magnifiquement belle. C'était exactement une poupée comme ça que Khadija demandait à sa maman depuis très longtemps et que cette dernière refusait à chaque fois de lui acheter. Et Khadija nous dit qu'elle était assise sur un muret, regardant dans le vide, comme si qu'elle n'attendait qu'elle. Et là, Khadija dit à ses cousins « Regardez la poupée !» Et là, ses cousins, ils disent « Ah ouais, elle est super belle, en plus on dirait qu'elle est neuve. » Vas-y, prends-la. Khadija, toute contente, prend la poupée, joue avec toute l'après-midi dans le parc et puis elle rentre chez elle avec la poupée. Elle montre à sa maman ce qu'elle vient de trouver dans la rue. « Regarde maman, j'ai trouvé cette poupée, elle est magnifique, on dirait qu'elle est neuve, je suis trop contente. » Et là, sa maman lui dit « Où est-ce que tu l'as trouvée cette poupée ?» Khadija lui explique qu'elle l'a trouvée sur un petit muret dans la rue pendant qu'elle allait au parc avec ses cousins. Et là, sa maman lui dit « Non, va la remettre à sa place, je ne veux pas que tu prennes des objets d'où on ne connaît pas la provenance. » Et là, Khadija n'était pas contente. Elle était très attristée par le fait que sa mère ne veuille pas qu'elle garde la poupée. Elle dit à sa maman du coup « Mais tu n'auras pas à m'en acheter une comme ça ?» Et sa maman refuse et dit « Non, je veux que tu remettes cette poupée à cette place, c'est dangereux de prendre des objets qui ne t'appartiennent pas. » Khadija nous explique qu'elle a tellement supplié sa maman maintes et maintes fois que finalement elle a cédé et elle a finalement accepté de laisser Khadija garder cette poupée. Pendant plusieurs semaines, rien ne se passe jusqu'au jour où Khadija s'est mise à faire pipi au lit. Ça a beaucoup étonné sa maman étant donné que Khadija c'est quelqu'un qui est assez propre et qui a arrêté de faire pipi au lit assez tôt. Au début la maman pensait que c'était seulement un incident, sauf que Khadija faisait pipi au lit toutes les nuits. Elle nous explique également que cette année-là, elle est tombée gravement malade. Et là, ça a commencé à inquiéter sérieusement sa maman qui a décidé de lui acheter un gris-gris comme ils achètent en Afrique et elle a dit à Khadija de ne jamais s'en séparer. Elle nous explique que pendant quelques jours avec ce gris-gris, ça allait beaucoup mieux, mais bizarrement, elle le perdait souvent pour aucune raison. Et un jour, elle l'a complètement perdu et plus jamais retrouvé. Et pendant ce temps-là, elle ne se séparait toujours pas de sa poupée. L'histoire prend un tournant quand Khadija parlait avec son amie imaginaire qui s'appelait Wendy. Elle parlait avec cet ami imaginaire, elle jouait également avec lui. Elle regardait également derrière les épaules des gens pour voir si Wendy était là. Et aujourd'hui, Khadija nous explique qu'elle se souvient plus du tout de son visage, mais elle se souvient très bien parler avec une Wendy et elle se souvient très bien de sa présence. La maman de Khadija en a eu marre de tout ça et a décidé de se débarrasser de cette poupée car depuis que cette poupée est entrée dans leur vie, ils n'ont que des problèmes. Et depuis que sa maman s'est débarrassée de la poupée, il n'y a plus de pipi au lit, il n'y a plus de maladies graves et il n'y a plus du tout eu de Wendy. Khadija vous dit, morale de l'histoire, écoutez vos mamans quand elles vous disent non et surtout ne jamais prendre des objets que vous trouvez dehors. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première histoire? Personnellement, je suis totalement d'accord avec elle. J'aurais flippé qu'un de mes enfants prenne une poupée dehors. Je ne sais pas ce qu'a vécu cette poupée. En plus, elle est flambant neuve. Du coup, c'est pas normal de trouver une poupée flambant neuve. Comme par hasard, Khadija rêvait d'avoir une poupée qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Comme par enchantement, elle la trouve sur son chemin. Non. Ça pue et elle a bien fait ta maman finalement de vous débarrasser de cette poupée parce que ça aurait pu te causer encore plus de problèmes. Passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Selma et j'ai 22 ans. J'aimerais te raconter la tragique expérience qui a touché ma famille et plus particulièrement ma maman. Tout a commencé il y a maintenant 2 ans et cela après un mois de vacances au Maroc. Très content de rentrer parce que chaque année quand on va au Maroc, il y a beaucoup d'histoires dues à l'héritage.
Plus précisément, le papa de ma maman est décédé cette année-là. Et quand il a fallu diviser l'héritage, ça a causé énormément de problèmes, notamment avec la femme avec qui mon grand-père s'était remarié, qui n'était absolument pas contente de sa part. Et comme ma maman est l'aînée de la famille, c'est bien évidemment elle qui s'est prise toutes les foudres de cette femme. Enfin bref, nous sommes rentrés en Europe. Et il a fallu très peu de temps avant que notre vie bascule. J'ai toujours été très proche de ma maman, c'est ma meilleure amie, mais là, Cam, je ne reconnaissais plus ma mère. Ma maman, qui a toujours été une femme extrêmement énergique, passait ses journées à dormir, complètement enfermée dans le noir. Elle ne voulait rien savoir de nous, de la vie. Elle disait chaque jour vouloir quitter cette terre, et surtout, elle me disait tous les jours qu'elle ne m'aimait pas, que j'étais la cause de toutes ses souffrances. Elle me hurlait dessus, et parfois même levait la main sur moi. Ma mère me faisait peur, je ne la reconnaissais plus. Un jour, elle m'a regardée en me hurlant dessus. Et je te jure, Cam, quand j'ai vu ses yeux, ils étaient tout noirs. Et là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Arrête, maman, tu me fais peur ». Son regard n'était pas le sien. Je ne sais pas comment t'expliquer, je te jure, j'ai eu des frissons qui ont parcouru tout mon corps. Et j'ai été soudain tétanisée. Car ce regard-là n'était pas celui de ma maman, qui aimait tant la vie et sa famille. Les jours passaient et avec mon père, ça n'allait plus non plus. Il se disputait tous les jours avec ma mère. Il rentrait tard à la maison. Lui aussi nous parlait même plus et nous disait même plus bonjour. Un jour, c'était le jour de trop. Mon oncle, qui fréquente beaucoup la mosquée de la ville d'où l'on vient, m'a dit qu'il fallait faire quelque chose. Il a alors décidé de contacter un imam qui fait des ruqya. Ce jour-là est arrivé, on avait rendez-vous chez lui. Limite, on a dû traîner ma mère à ce rendez-vous car elle ne voulait absolument pas s'y rendre. Une fois arrivée devant l'imam, ma mère était très silencieuse, elle ne parlait même plus. L'imam, qui était de très bonne humeur, nous a souhaité la bienvenue chez lui et s'est ensuite retourné vers ma mère en lui disant « Qu'est-ce que tu as, ma sœur? Tu as l'air mal. » Et ma mère, d'un ton très sec et froid, lui a dit « J'ai pas envie d'être ici, je n'ai rien à faire ici. » Et il lui répond alors « Pourquoi tu ne veux pas être ici? Quelque chose te dérange ?» Ma mère regarde alors d'un regard froid la pièce autour d'elle et dit « Je me sens mal ici et je n'ai pas envie de te voir. » L'imam lui dit alors que tout va bien se passer et qu'elle ne devrait pas avoir peur car cet endroit est l'endroit où la parole de Dieu est récitée. Il lui demande alors de lui expliquer la raison de notre venue. Mon oncle prend alors la parole et explique le changement de comportement de ma maman, les paroles immondes qu'elle a tous les jours envers nous tous. L'imam pose alors une question à ma mère et lui dit « Ma sœur, est-ce que tu fais des cauchemars la nuit ?» Ma mère lui répond que oui, qu'elle rêve toujours de chiens qui lui courent après, ou qu'elle rêve souvent d'elle qui est en train de dormir avec un homme qui n'est pas mon père. Et également, elle rêvait d'un endroit spécifique à chaque fois, l'endroit au cimetière où mon grand-père a été enterré. L'imam dit alors directement, c'est un signe d'un sihr. Sihr, c'est sorcellerie. Il allonge alors ma mère au sol et commence à réciter très fort la ruqya. Ce qu'on a vu et entendu à partir de là, je te jure, Cam, j'étais la première à ne pas y croire à ce genre de choses. Mais quand tu le vis et quand tu le vois en face de toi, t'en restes traumatisé à vie. Ma mère a commencé à se tordre de partout. Ses chevilles étaient complètement tendues. Ses doigts hyper tendus et elle essayait de parler mais elle n'arrivait pas. L'imam, qui lui avait dit d'absolument garder les yeux fermés durant toute la séance, lui demandait alors à ce moment-là qu'elle lui dise ce qu'elle voyait durant la ruqya. Ma mère essayait de parler mais sa mâchoire était comme bloquée, rien ne sortait. Elle arrive finalement par dire qu'elle voit la tombe de son père dans le cimetière et à un moment donné, l'imam récite la sourate El-Falaq et plus précisément un verset qu'il n'arrêtait pas de réciter, qui veut dire en français « contre les maléfices des sorcières ». Et là, j'ai commencé à avoir très peur car ma mère se mettait à faire des bruits bizarres. On aurait dit le bruit d'un mouton qu'on égorgeait. L'imam nous a alors demandé de tenir ma mère à deux, car effectivement ce bruit-là était le bruit que le djinn faisait quand il était en train de quitter le corps de ma maman. Franchement, ça fait flipper. Moi, je pense sincèrement que c'est la femme, la nouvelle femme de ton grand-père, qui lui a fait de la magie noire. Sincèrement, je pense que c'est elle parce que c'est la seule qui a été mécontente de sa part de l'héritage. Déjà, j'ai jamais compris pourquoi se disputer pour un héritage. Wesh, la personne, elle est décédée. La seule chose dont vous pensez, c'est l'héritage. Ça, déjà, il y a un gros problème là-dedans. Ça veut dire vous avez faim d'argent quand même. Brasse de l'oseille un peu par toi-même. Attends pas qu'une personne, elle meure pour avoir de l'argent quand même. Non, mais ça, fallait que je le dise parce qu'au bout d'un moment, ça va. L'héritage. T'as pas d'autres problèmes dans la tête. Ton mari, il vient de mourir.
Enfin, je comprends pas, tu vois ce que je veux te dire? Je pense que c'est elle, du coup, comme elle était très mécontente, qui a fait du suhour à ta maman, étant donné que c'était l'aîné de la famille. Voilà. C'est très bien que vous ayez emmené votre maman faire cette ruqya. Ça l'a aidé à se libérer de ce djinn. C'est très très bien et franchement, courage à vous, on vous embrasse très très fort. Passons maintenant à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire nous est racontée par une pépite. Je sais pas si elle souhaite rester anonyme ou pas, du coup par précaution on va l'appeler Léa. Léa est convertie depuis maintenant 10 ans. Elle nous explique que le récit de son histoire est similaire à la mienne. Il y a quelques années de ça, Léa nous explique qu'elle a commencé à faire des cauchemars et notamment un qu'elle faisait de plus en plus souvent. Elle courait car derrière elle, une immense fumée noire la poursuivait. Elle nous dit que plus elle faisait ce cauchemar et plus des détails apparaissaient. Au bout d'un certain temps, cette fumée noire se distinguait petit à petit et elle voyait comme un chien noir qui lui courait après. Et elle nous dit qu'elle a commencé à faire ce cauchemar de plus en plus souvent jusqu'à ce qu'elle le fasse tous les soirs. Un soir, elle a fait un autre cauchemar où elle courait dans une forêt. Et elle a eu tellement peur qu'elle s'est réveillée en sursaut et a tout de suite ouvert les yeux. Et là, elle nous dit qu'elle l'a vu. Elle voit devant elle un homme immense qui doit se plier pour éviter de toucher son plafond. Il a les bras de la taille de ses jambes et elle nous explique que ses doigts étaient aussi longs que la longueur de son bras. Donc une main plutôt massive. Elle nous explique qu'elle voit pas son visage, seulement ses yeux et c'était des yeux rouges. Léa nous explique qu'il était là toutes les nuits, dans le coin de sa chambre. Elle nous explique qu'elle écoutait du Coran dans ses écouteurs étant donné que personne ne savait encore à ce moment-là qu'elle était convertie à l'islam et elle souhaitait pour l'instant le garder pour elle. À l'heure où Léa nous raconte cette histoire, elle nous explique que les choses se sont accentuées. Elle le voit partout, même pendant la journée, toujours il la fixe. Pendant qu'elle prie, elle nous raconte qu'il lui chuchote des choses à l'oreille, ce qui lui fait perdre le fil de sa prière, du coup elle est obligée de recommencer à chaque fois. Elle nous explique qu'au début elle avait extrêmement peur de lui, mais qu'aujourd'hui finalement elle s'est habituée à sa présence. Elle s'est habituée à ce qu'il la fixe et à ce qu'elle le voit tous les jours. Tout son entourage lui dit de faire une ruqya, que c'est hyper important pour elle qu'elle en fasse une, mais elle nous dit qu'elle n'arrive pas et qu'elle n'a pas envie de la faire. Elle nous explique également qu'elle n'arrive pas à entretenir une relation avec des garçons parce qu'elle se lasse très très vite. Elle reste très souvent dans l'obscurité car elle aime ça et ça lui arrive fréquemment d'avoir des moments de tristesse intense. Elle nous explique que c'est plus du tout la même personne qu'avant. Elle sent des présences, elle s'énerve d'un coup, elle est de plus en plus agressive. Elle ne sourit plus du tout. Et cela fait maintenant 7 ans que ça dure. Du coup, j'ai répondu au mail de Léa et je lui ai dit « Léa, il va falloir que tu t'obliges à faire une ruqya parce que c'est pas normal que tu vois cette chose qui a l'air immonde, d'ailleurs, on s'entend bien. Ce n'est pas normal que tu vois cette chose tous les jours, tu la vois passer devant toi, elle te dérange dans tes prières, t'es même obligé de recommencer ta prière à chaque fois. C'est pas normal. » Alors, de ma propre expérience, je peux te dire qu'effectivement, moi aussi, je ne voulais pas faire la ruqya. Parce que bizarrement, je m'étais également habituée à ce qu'elle soit là. Elle me faisait extrêmement peur, mais en même temps, je ne voulais pas qu'elle parte. Mais en fait, c'est le djinn qui fait que tu n'as pas envie qu'elle parte. Enfin, toi, c'est un monsieur, donc tu n'as pas envie qu'il parte. Il faut que tu t'obliges. Tu vas te sentir tellement libérée quand tu vas faire cette ruqya. Tu vas te sentir tellement bien. Effectivement, moi aussi, j'aimais bien rester dans l'obscurité, etc. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Quand tu vas faire cette ruqya, tu vas voir que tu vas aimer sortir. Également, les relations avec des garçons, c'est pas normal que tu te lasses. Au bout d'un moment, il va bien falloir que tu trouves ton âme sœur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je pense que c'est un djinn amoureux peut-être. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qui l'empêche à justement fréquenter d'autres personnes. Voilà, il faut que tu t'obliges à faire une ruqya. Il y a pas, ne réfléchis pas. Vas-y, le djinn à l'intérieur de toi fait tout pour ne pas que tu y ailles parce que il n'a pas envie de te laisser tranquille. Sauf que toi et la parole de Dieu est plus forte que lui. Donc tu nous fais ça et puis tu nous donnes des nouvelles en commentaire. On t'embrasse. Écoutez les amis, je pense qu'il est temps de passer à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire.
Alors cette dernière histoire est particulière parce qu'on a une photo et on va l'analyser ensemble. Je ne sais pas également si elle veut rester anonyme, du coup on ne va pas dire son prénom. N'hésitez pas à me le préciser quand vous m'envoyez un mail si vous voulez rester anonyme ou pas, c'est plus simple pour moi. Cette personne nous dit que son histoire a été racontée sur d'autres chaînes YouTube mais qu'elle aimerait avoir notre avis sur son histoire. Cela s'est passé il y a environ 8 ans. Cette personne est partie en vacances avec ses amis et ses parents aux Baléares. Un jour, ils ont décidé de faire une balade en bateau. Tout se passait très bien au début. Et du coup, elle a proposé à sa maman et une amie à elle de descendre au sous-sol du bateau car il y avait des hublots où on pouvait voir ce qui se passait dans l'océan. Et là, il nous explique que tout d'un coup, ses yeux furent attirés par une forme noire dans l'eau. Cette forme semblait flotter à l'horizontale. Elle était complètement choquée. Elle a demandé à sa maman et son amie si elle voyait la forme, mais bizarrement les deux lui ont dit qu'elle ne voyait absolument rien dans l'eau. Elle a donc décidé de sortir son appareil photo et de prendre une photo de cette forme. Et voilà ce que ça donne. Elle a montré cette photo à sa maman et son amie du coup, et là elles ont été toutes les deux choquées. Leur sang s'est glacé. Toutes les deux ont juré qu'elles n'ont absolument rien vu dans l'eau. Aujourd'hui, elle nous explique qu'elle a 24 ans et que cette histoire la hante toujours. Elle ne sait pas ce que cette forme représente. Qu'est-ce qu'elle a vu à ce moment-là dans l'océan? Qui était cette forme? Qu'est-ce que c'était? Alors, mes pépites, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, mais moi, quand je regarde bien, c'est vrai qu'on dirait une espèce de forme humanoïde parce qu'on voit comme 2 pieds, 2 jambes avec un buste et une tête. Après, c'est pas très clair non plus. C'est vrai que moi aussi, j'aurais eu extrêmement peur si j'avais vu ça dans l'eau parce que c'est assez impressionnant quand même, on dirait vraiment un corps. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit un corps d'humain qui a été jeté à l'eau. Pourquoi il tiendrait à l'horizontale, vous me direz? Peut-être que avec le gaz qui se forme dans son ventre, parce que vous savez que quand on est jeté à l'eau et qu'on meurt dans l'eau, à un moment, il y a des gaz qui font gonfler notre ventre et qui nous font revenir à la surface. Est-ce que cette personne a été attachée à une pierre qui fait que le corps reste à l'horizontale dans l'eau? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Après, je donne ces hypothèses, j'en sais rien, hein, franchement. Est-ce que c'est une parallélodolie? C'est le grand JD qui m'a appris ce mot, ok, mais je sais pas le dire. Parallélodolie, c'est ça? Bref, ça veut dire que c'est une espèce de forme, peut-être une algue qui a la forme d'un humain, du coup ça peut porter à confusion. Est-ce que c'est les espèces de statues du coup qu'on peut retrouver dans la mer? Il y a plein d'hypothèses qu'on peut se dire. Après l'hypothèse du fantôme, je sais pas. C'est vrai que ça peut ressembler à un humain, mais si vous voyez bien, il y a une jambe qui est minuscule comme ça et une autre qui est un peu plus épaisse. Du coup, ça peut être un petit peu bizarre si c'est vraiment un humain. Moi, je pense que c'est un objet qui, avec notre imagination, peut prendre la forme d'un corps. Mais je pense que c'était juste un objet. En plus, on peut voir sur le sable qu'il y a pas mal d'algues et de choses par terre. À un moment, le sable, il est blanc et où il y a cette forme, il y a plein de choses par terre. Donc, on peut se dire qu'il y a des objets qui ont peut-être été jetés par-dessus la mer. Donc, voilà, il y a plein d'hypothèses. Je suis intéressée de savoir ce que vous en pensez de cette image. Sur ce, voilà, mes pépites, ce serait d'horreur est terminé. Je compte sur vous à chaque fois pour lâcher un like si ce serait d'horreur vous a plu. À vous abonner bien sûr si c'est toujours pas le cas. Je te jure ça coûte pas cher. Hein. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot citrouille. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire l'histoire qui vous a le plus fait flipper. Sur ce, je t'embrasse très fort. Je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy, we all fall down. It's not personal. It's not personal. But Subnautica 2 has been a highly anticipated game. It was one of the best. I think it was one of the best survival building games of its time, if not the one that kind of like kick-started the entire thing, right? Did we fire Steve? Oh yeah, I forgot Steve is around. Okay, so... Hold on.
Should we have a catch up in the story? Man. Is there any way we can watch the cutscenes we already seen? You faced your deepest fears playing Subnautica 1? Oh, Jesus Christ. I remember clenching my butt so strongly.